fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. La France est fragilisée de fait. Elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un môle de résistance et de reconquête. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût, mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Bonjour à tous, émission numéro 60 des Têtes à Clash commence à l'instant avec 4 beaux invités avec des problèmes sur le périphérique. On va en parler, je suis sûr que Serge Federbusch va verser sa bile. Mais pour l'instant, c'est Gérard Delépine qui est passé habilement entre les camions des agriculteurs, qui est avec nous. Gérard Delépine, c'est un chirurgien à la retraite, c'est un essayiste spécialiste de la santé. C'est bon? C'est exact. Ok, j'ai une bonne note, parfait. François Sanson, il est coach de dirigeants et d'entrepreneurs. Salut Franck. Salut François. Serge Federbusch. Alors, Serge Federbusch, c'est le futur maire de Paris. Exactement. On l'a ici, c'est un scoop, c'est quelques mois en avance, mais enfin, c'est quand même pas mal. Bravo pour ces dons de divination. Oui, je suis comme ça. Madame Soleil s'est réincarnée dans ce corps sublime. Et Tariq Dali, qui est là, qui est consultant en communication et qui est président de la porte-parole de la droite libre. Je ne suis pas président, le président c'est Christian Van Est. Okay. Ah bonjour, oui, c'est Christian Van Est. C'est Christian Van Est, que vous recevez de temps à autre. Bien entendu, très très bien. Il prépare un coup d'état. Une belle personnalité. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Est-ce que vous êtes prêts à revivre les grèves de 95? Parce que c'est ça qui s'annonce, hein, mes amis. Le 5 décembre commence une grève dont on ne connaît pas la durée. Si on se base sur le modèle de 95 qui était déclenché en novembre, qui terminait en décembre, ça a duré 3 semaines. Eh bien voilà, est-ce que vous êtes prêts à assumer 3 semaines de blocage de Paris, de sa banlieue et des grandes villes, puisque vous savez que le programme, c'est contre les retraites, tous les transports, les avocats, les magistrats... Non, c'est pas contre les retraites, c'est contre la réforme des retraites. Oui, pardon. Merci, Gérard, absolument, le raccourci était dérapé. Vous nous faites du Macron, là. Je vous fais du Macron, ça y est. Vous nous faites du Macron. Absolument. Ok, ils sont en forme. Vous êtes en train de dire que si on manifeste, si on est contre, ça a commencé, ça veut dire qu'on est pour les régimes spéciaux. Dissimulez-vous un peu mieux, monsieur le présentateur. Je viens de me démasquer. Il faut s'appeler avocat du diable quand vous parlez. Ok, oui, alors c'est vrai que de temps en temps, je mets une bûche dans le feu histoire de vous stimuler un petit peu. Mais donc, Tariq, vous êtes prêt à vivre 3 semaines d'enfer? Vous trouvez que ça non, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Moi, je soutiens pas la grève ni la chienlit à venir. Cela dit, il faut d'abord raison garder parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans du Macron total. C'est-à-dire, on est en train d'intimider, de faire peur, de dire attention, ça va être une apocalypse. Et comme je suis convaincu que ça sera pas l'apocalypse qu'on nous annonce, Macron va dire je suis le plus beau, le plus fort. Et pourquoi ce sera pas l'apocalypse? Parce que je ne pense pas, je ne sens pas de mobilisation. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé, puisque le président du MEDEF a dit la même chose. Je ne sens pas C'est vraiment le MEDEF de mobilisation. Je sens pas de mobilisation de la part des salariés du privé. Cela dit, en 95 non plus, croyez-le bien, la réforme de la SNCF a été faite. Oui. Donc, qui est-ce qui est gêné? Ce sont effectivement les régimes spéciaux. Donc, non, c'est faux. Trois quarts des retraites seront impactés par la réforme telle qu'elle est prévue. Non, mais attendez, donc, ce n'est pas que les régimes spéciaux. Je ne suis pas en train de dire que je suis pour la réforme actuelle. Gérard, je vous donne la parole dans 10 secondes. Mais il faut revenir sur le fond. Je ne sens pas de mobilisation. Oui. Et je ne crois pas que ce soit la chienlit totale telle qu'on est. Mais cela dit, il est vrai qu'il est tout à fait possible que les transports seront bloqués. Évidemment, ceux qui ont une capacité de nuisance vont nuire, mais je ne pense pas que ce soit l'apocalypse qu'on nous annonce. Franchement, j'y crois pas. Mais bon, cela dit, vous posez la question, dites est-ce que vous êtes prêt à accepter si le pays est bien bloqué de partout, qu'est-ce qu'on fait? On est bien obligé de faire avec, on se débrouillera. Mais voilà. Gérard de Lépine, je vous sens remonter, pourtant il est vous n'êtes remonté, pas concerné. Votre retraite, elle est figée. Non, part, absolument. Et d'autre part, vous êtes retraité, donc vous resterez à l'abri à la maison. C'est un mensonge total de dire que la retraite est figée. Ah bon? C'est totalement faux. Il est prévu de baisser les retraites. D'ailleurs, cette année, j'ai quand même perdu 5% de mon pouvoir d'achat. À cause de la CSG. De la CSG, plus la non-indexation. D'accord. Et ça touche aussi, on prélève également sur les retraites par capitalisation que j'avais fait à côté. Autrement dit, Gérard, vous voulez que rien ne bouge? C'est bien comme ça, il y a 42 régimes spéciaux. Non, mais quand on me parle de uniformiser tous les régimes de retraite, mais qu'on ne veut pas uniformiser ceux des députés, qu'on ne veut pas uniformiser celles du président, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très bizarre dans cette... Ah non, mais c'est la même chose. C'est sûr que c'est même pas epsilonnesque. Ce n'est pas le problème, c'est un problème de sentiment d'égalité, de justice. Et là, actuellement, effectivement, la justice est complètement bafouée, la justice sociale, mais la justice même élémentaire dans ce qu'ils annoncent. Donc cela n'est pas tolérable. Vous renoncez à rien de ce que vous avez à la fois capitalisé et cotisé pendant votre... Je suis parfaitement prêt à renoncer à beaucoup de choses, à condition que ça serve à mes enfants. Or, actuellement, ce que je vois, par exemple, on vend la France par petits morceaux. On crée une bourse pour investir, mais on va donner aux copains de Macron. C'est pas du tout, c'est pas pour l'avenir. Vous parlez quoi, de la Française des Jeux? De la Française des Jeux. De la privatisation des aéroports? Des aéroports, absolument. De la vente des chantiers navals, de l'Atlantique. Saint-Nazaire qui avait quand même un très beau... Il y a longtemps. Oui, ça fait un certain temps. Oui, enfin, il était déjà aux commandes de l'économie. Et je parle aussi des turbines à gaz, de nos centrales électriques, atomiques. Enfin, tout ça, tout ce qui était rentable est vendu par petits morceaux. C'est très intéressant ce qu'il est en train de dire, parce que la réforme des retraites, là, effectivement, il ne faut pas me faire dire que je suis pour cette réforme. Cette réforme, il a raison lorsqu'il dit que tout le monde va y perdre, puisque la retraite par points, c'est le moyen le plus sûr de faire qu'un gouvernement, chaque fois qu'il aura un trou à boucher, a baissé le valeur du point. Mais tout ça parce que Macron fait du Macron. Il ne fait pas le job. Il ne fait pas le job. Et c'était quoi le job? Il faut retarder la retraite à 65 ans, il faut des mesures d'âge, et il faut, et là j'y viens, instaurer des fonds de pension. Ça évitera aussi, ça permettra d'une part de dissocier ça c'est la retraite par capitalisation. Absolument, c'est la retraite par capitalisation. Ça permettra de dissocier la démographie du montant de la retraite. Quand même sur et ça permettra, excusez-moi, d'éviter aussi que les grands fleurons industriels, les grands paquebots de notre économie ne partent tous à l'étranger parce qu'il n'y a plus de capital en France. D'accord. Donc la retraite par capitalisation, je ne vous le voyais pas venir, c'est une manière de créer un capitalisme à la française. Absolument. Pour tenir les rênes de l'économie. Absolument. Et ça, il ne fait pas cette réforme. D'accord. Je sens Serge Federbusch complètement prêt sur les starting blocks. Oui, allez-y. D'autant que là, j'étais dans les embouteillages liés au défilé des tracteurs sur le périphérique, et donc effectivement un peu de starting block, là ça fait du bien, ça change. Bon, moi je suis à 100% d'accord avec ce que vient de dire Gérard, c'est-à-dire que le gros problème de Macron, c'est l'équité, c'est la justice. C'est quelqu'un qui ne roule que pour ses commanditaires qui l'ont mis au pouvoir, c'est-à-dire une dizaine d'oligarques, qui saupoudrent, sur lesquels il concentre les principaux avantages, mais de manière massive, et qui ensuite saupoudre ce qu'il peut et prend ce qu'il peut en fonction de la capacité de résistance de l'opinion. Donc quand ça gueule trop avec les gilets jaunes ou dans les banlieues, alors les banlieues, ils y touchent pas, là, c'est sûr. Hein, dès qu'il y a un film larmoyant... c'est la retraite, non, mais attendez, il faut remettre ça dans le contexte. Les retraites, c'est un élément de la vie des gens, c'est un élément de la situation économique globale. Bien sûr. Bon, donc il pique tout ce qu'il peut aux plus faibles. Effectivement, les petits retraités qui, au-delà de 1200 ou 1300 € par mois, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, se font ponctionner d'abord par la hausse de la CSG
CSG, ensuite par la non prise en compte de l'inflation, ce qui est effectivement quelque chose d'énorme, de 5% par an. Je ne sais pas si vous imaginez. Projetez ça à échéance de 4 à 5 ans, vous êtes déjà une retraite diminuée de 25 à 30%. Bon. En l'espèce, l'augmentation de la CSG n'est pas planifiée pour être tous les ans. Mais le gel de la retraite, avec une inflation, avec une inflation de 2%, qui, en théorie de 3 à 4%, en réalité, d'accord, au bout de 5 ans, ça fait moins 20% de pouvoir d'achat. Préparez-y vous-même. Ça concerne tout le monde. Alors à côté de ça, les fondamentaux de cette réforme, pardon, juste un mot, juste pour les fondamentaux de cette réforme, c'est une réforme qui vise à l'égalité. Non, pas du tout. J'aimerais bien pouvoir terminer ce début de raisonnement. Oui, on va pas y passer. Quand on soit en répartition ou en capitalisation, c'est toujours à la fin des fins la situation économique qui l'emporte. C'est-à-dire que vous êtes en capitalisation, vous avez donc des fonds de pension avec des actions dans un portefeuille, les actions se cassent la gueule, et votre retraite diminue. Les Américains l'ont vécu, les Anglais aussi, ils travaillent jusqu'à 75 ans. Ils l'ont vécu, mais dans la durée, la capitalisation est quand même efficace. On a un pouvoir cynique qui donne aux très riches et qui écrabouille tous ceux qui ne protestent pas. Serge Federbusch, ça c'est votre pamphlet anti-Macron. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est la retraite. La retraite, elle est justement dépendante de tout ça. Il faut que les Français se battent pour empêcher Macron de nuire, pour le mettre hors d'état de nuire. Alors on peut ensuite discuter. On peut ensuite, évidemment, on commence par Paris, c'est ce que j'ai ensuite on peut discuter de la façon. C'est sûr que les régimes spéciaux aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Les régimes spéciaux aujourd'hui, ils ne sont pas légitimement fondés. Mais le vrai combat prioritaire, et c'est ça la politique, il faut avoir des priorités. Le vrai combat prioritaire, c'est de réintroduire de la justice, et la justice économique ou politique en France, aujourd'hui, ça consiste à combattre Macron et ses projets, à l'empêcher de continuer à nuire à la France. Il y a les présidentielles dans 2 ans et demi pour ça. Non, mais il y a les municipales. C'est pas une question de présidentielle. On va pas avoir le nez sur la petite couture du petit pantalon de la vie politicienne. On est sur des enjeux fondamentaux pour l'avenir de notre pays, et à Paris comme ailleurs, c'est exactement la même chose. Très bien. Merci. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait la voix de la sagesse. Et non, c'est très prétentieux. Je voudrais juste calmer les ardeurs. Non, mais c'est très prétentieux, c'est lui qui l'a dit aussi. Une fois n'est pas coutume. François Sanson, la voix de la sagesse. Une fois n'est pas coutume, messieurs, je vais calmer vos ardeurs. Car le sujet n'était pas du tout ça. Et vous êtes engouffrés dans la même brèche que là où les médias vous ont demandé d'aller. La réforme des retraites. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Parce que la vraie question de Franck, c'était est-ce que nous sommes prêts à revivre 95 ? Donc déjà, ce qui serait intéressant, c'est de faire une parallèle avec 24 ans en arrière. Et où les choses ont quand même beaucoup de similitudes. Et en même temps, beaucoup d'évolutions de société depuis un quart de siècle. D'abord, la première chose que je voudrais rappeler, c'est qu'effectivement, les ingrédients sont tous là. On est en train de travailler sur les mêmes sujets. La réforme sociale, la réforme des retraites, l'hôpital qui est aussi mis à mal, et tout le monde se mobilise autour de ça. On est aujourd'hui, et je terminerai par une conclusion qui va être un petit peu divergente. Tu termines par la conclusion ou tu commences par la conclusion ? Je terminerai par une petite conclusion à mon propos. Non, j'ai pas fini, parce que je voudrais vous dire juste que la CGT qui a envoyé, j'ai récupéré les mots d'ordre de préavis de grève, les courriers officiels de préavis de grève adressés au ministère par la CGT de la fonction publique, qui a mis la réforme des retraites en 3e paragraphe de ces courriers, autant pour celle du 5 que pour les préavis suivants à partir du 6. Il n'y a pas que la CGT qui manifeste. Il n'y a pas que la CGT qui manifeste, mais enfin, eux, ils sont très clairs. Aussi. Maintenant, ce que j'ai envie de dire par rapport à... Les syndicats des professionnels de la manif, ils sont pas ce que j'ai envie de dire par rapport... Le syndicat des médecins hospitaliers a dit qu'ils se joignaient. Et or, c'est pas vraiment des gauchistes réputés. Tout le monde sera là. Les avocats également. Je termine sur un point. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, dans le préambule à mon propos, c'est que... Il y en a 50 pages, un quart d'heure. Je vais m'énerver sur notre sujet après. Non, je vous laisse après, vous débrouillerez avec ça. Je pense que c'est une grande rassurance pour le président de la République d'avoir cette grève qui arrive. Voilà. C'est pas une provocation, je le fais pas du tout dans le registre de la provocation, ni dans le test complotiste. Je pense sincèrement qu'il peut pas se réenquiller une 2e année de Gilets jaunes. Et je crois qu'aujourd'hui, cette grève du 5 décembre a un mérite. D'abord, elle est extrêmement orchestrée par les médias pour nous faire peur. Donc effectivement, Tariq l'a dit, c'est une des solutions qui permettra de sortir de la situation. Alors que le voisin enlève sa veste et enfile son Nous avions 5 invités aujourd'hui. C'est que ça permet les joies du direct. Personne n'y a rien vu.
ça remettra. Gérard Majac, c'est là. Je dis que la deuxième année des Gilets jaunes a commencé. Gérard, c'est pas du jeu. Je voulais terminer mon propos. Mais ce n'est pas un jeu, c'est extrêmement sérieux. Je dis justement parce que dire même que c'est si les terminé, Gilets c'est jaunes. reprendre l'argument de Macron. J'ai jamais dit totalement pour avoir un j'ai chapeau jamais à fleurs dans les médias. Je n'ai jamais dit que c'était Allez, terminé. François, vas-y. J'ai jamais dit que c'était terminé. J'ai dit juste que ça pouvait arranger qu'aujourd'hui la focalisation se fasse sur cette grève qui est de nouveau repolitisée, même de manière très globale, pour que les gens rentrent dans les cases comme avant, comme à l'ancienne, avec les bonnes recettes de 95. Et je terminerai en vous rappelant qu'en 95, ça n'a pas du tout été fait exprès. Non, ça a il y a eu un tomber le retrait, gouvernement la Juppé, mécanique, donc, ça fait pas tomber du tout et ça a mis gouvernement le- Juppé. Il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé du Il tout n'a sur pu la nuire retraite. car c'est là qu'il a après Et là, créé il n'a plus rien foutu. Non, La non, CRDS a été c'est créée là en qu'il a- janvier. Donc il a quand on me nuit dit encore. est-ce Il que a pas j'accepte été de viré. revivre 95 ? Oui, peut-être. Mais pas Mais 96. pas 96. Parce que de Absolument. toute façon, les retraits ont été faits et la CRDS Mais a enfin, été ça inventée l'a à ce moment-là. tellement D'accord Et affaibli les qu'en agences régionales de 97, santé ont été créées. En ils se sont 97, c'est Chirac qui a décidé. Non, 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 Faut pas mélanger le. Pardon, moi je reçois des mails capacité de je reçois des faire quoi mails que ce soit. de spectateurs et d'auditeurs qui disent que c'est le gloubi-boulga quand vous parlez tous. Donc je vous rappelle. Pour une fois. Messieurs s'appelle- Moi, j'ai Gloubi, terminé ma thèse. Messieurs Gloubi, Alors, messieurs monsieur- Boulga, taisez-vous. Alors monsieur Il est Fedor bon, Bouch, il est pas vous avez mauvais. la main. C'est un Allez-y. politique. Voilà. Donc, en fait, alors, les choses vont quand même changer. Effectivement, Macron est dans le cynisme absolu, de la même manière qu'il fait de la provocation dans le 13e arrondissement pour laisser les gens casser, pour discréditer les gilets jaunes. Là, il essaie de Quand faire. c'est les gilets jaunes qui cassent, c'est la faute de Macron. Non, mais. Non, c'est mais pas il les gilets laisse jaunes. les Black Non, non, Blocs les Black entrer. Blocs, il a raison. Les Black Blocs se ont sont été les envoyés nerfs pour envoyés saboter par la- Macron. ça, c'est clair. Attendez, mais monsieur Ça, le c'est clair. présentateur, Non, un peu de non, respect pour ça, c'est vos clair. invités. Bon. Il a raison. Donc, et voilà, il essaie de jouer la stratégie de l'attention pour faire peur, en se disant qu'il y a quand même des évolutions dans le monde du travail. Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus au télétravail, ils ont beaucoup plus la RTT, etc. Oui. Donc, ça sera quand même moins désorganisant pour la vie économique qu'en C'est 1995. le grand changement. Alors, on ne sait pas, à mon avis, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Si c'est vraiment très dur et s'il y a une jonction avec les Gilets jaunes, que ça recommence effectivement tous les samedis, là, il reculera. Parce que la Ça seule n'a chose jamais qui le arrêté. fait. La seule chose qui le fait reculer, c'est la force, c'est le vrai désordre dans la rue. C'est ça qui le fait reculer. C'est la peur pour son matricule à lui. Ce qui l'a fait reculer la dernière fois, en janvier donc 2019, c'est parce qu'il a failli être lynché au puits. Quand il était au puits, il a failli se faire lyncher, Macron. Ouais. Bon, et donc il a peur de ça. Et les fonctionnaires brûlés ils ont- vifs dans la préfecture. Non, je vous rappelle. ils ont, Il n'y avait pas que Macron. ces gens-là ont une peur physique. Quand vous voyez Griveaux, le sinistre Griveaux détalé devant un transpalette et prendre des tunnels pour s'enfuir rue de mais ça, Varennes. c'est une campagne électorale, Eh bien, monsieur Fedor mais Bouch. non, c'est la réalité. Quand les gens sont lâches, il faut le dire. On a affaire à des lâches. Bon, on dit, on appelle les lâches des lâches. Je rajouterais Et donc, que tous les systèmes de l'ordre sur Paris sont centrés autour de l'Élysée. Mais bien sûr, Manifestement, la seule chose qui compte. compte, c'est de protéger l'Élysée. un Non, mais bunker. on aura Tant vite pis pour les dévié. commerçants. L'Élysée comme l'Assemblée nationale sont des symboles. Le avant d'être bunkerisé, occupé par des- bunkerisé de la par République, des c'est plus le personnes. président de la République. Oui. Et donc, bon, ce bunkerisé ne c'est des reculera, ce bunkerisé ne reculera que devant la peur physique ou le risque que le désordre, parce que le problème du désordre, c'est que vous pouvez avec cynisme le faire monter en pensant faire peur à l'électorat, surtout à l'électorat bourgeois ou des classes moyennes et le faire revenir, mais c'est la politique du pire qui est la pire des politiques. Vous êtes quand même un candidat. Vous ne savez pas ce que ça va donner, où ça s'arrête. Et donc, je crois qu'il est dans l'expectative. Il va essayer d'utiliser les médias pour Il a discréditer commencé à les reculer mouvements. avec la clause du grand-père. Oui, mais la clause du grand-père, ça veut dire pas de réforme. Ça Non, veut dire la la clause du réforme en grand-père, ça veut dire la 2045. réforme dans 50 Non, mais ans. de Mais c'est les facto, derniers. non, mais dans 50 de ans, facto, c'est la Ouais. réforme en 2045, C'est ça. c'est-à-dire pas de réforme. Parce que d'ici là, 2050. bon, prenons conscience quand même du fait qu'aujourd'hui, la République française et l'État ne se financent que grâce à la planche à billets de la Banque Centrale Européenne. Ok. Et Parce d'ici qu'on là, devrait avoir et notre planche à d'ici billets, là, avec non de pas la celle de dette. l'Europe. Et Avec de la dette. d'ici là, le régime, Jean-Luc qui veut quitter le l'euro. système, ce Donc, sera il y a un effondré. système à réformer, Ce non sera, mais oui, mais c'est Ah, vous beaucoup le dites. plus large. C'est beaucoup. Enfin, Serge, vous Mais dites en si gros, vous croyez- ne faisons rien parce que Moi, le je- système va non, s'effondrer. pas du tout. Non. Je suis pour qu'on réforme les régimes Ouais. spéciaux, mais dans le cadre d'une véritable égalité, qu'on arrête avec effectivement aussi bien le régime spécial des députés que des sénateurs que de tous les autres, et aussi Bah oui, que mais ça, pour oui. dans un Bah autre non, mais c'est cadre pas mis sur la économique table. où la politique économique ne soit non, plus c'est quand même néfaste à scandaleux. l'activité. Non, mais j'ai On fait a des une propositions politique tout à l'heure. monétaire. La retraite, Donc, hein, pour recentrer mais la le débat, retraite, ce c'est de n'est la qu'un élément. c'est de la démographie.
Mais non, c'est pas de l'activité. Non, je vous appelle à lire en détail. Je vous appelle à relire en détail le rapport du comité sur les retraites. C'est un mélange des deux. C'est exactement ce que je viens de dire. Démographie et économie. Non, c'est démographie. Il faut la retarder à 65 ans. Et équilibre économique, il faut mettre de la capitalisation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Économie, il faut remettre les gens au travail. Il faut arrêter d'avoir une politique qui favorise le chômage en France. Je pense que là, c'est quand même une chose. Or, si vous avez bien regardé le rapport sur le comité des retraites, qui vient de sortir quand même, le corps, ils expliquent bien que le fait... les retraites ne mangent pas plus de produit national brut, intérieur brut, qu'il y a 30 ans. Donc, ce n'est pas vrai que c'est de plus en plus coûteux pour la nation. C'est faux. Le pourcentage. C'est de plus en plus coûteux pour ceux qui travaillent. Sauf que les prélèvements obligatoires ne cessent de monter. Mais oui, mais attends, mais c'est pas la retraite. C'est faux. Je vais donner des chiffres. Je vais donner des chiffres qui sont juste de la démographie. En 70, il y avait 4 cotisants. Oui, non, mais ça c'est vrai. Pour un retraité. Maintenant, il y en a 1,9 et dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est 1 pour 1. C'est la raison pour laquelle il faut retarder et mettre de la capitalisation. Il y avait combien de robots à l'époque qui produisaient? Il y avait combien de robots qui produisaient? La productivité a augmenté. Donc la charge en pourcentage sur le produit national brut n'a pas augmenté. C'est quand même ça qu'il faut se rappeler. Donc pourquoi on ne veut pas poursuivre l'effort qu'on faisait jadis pour nos retraités? C'est ça la seule raison. C'était quoi l'effort qu'on faisait jadis? Le pourcentage qu'on prenait sur le produit national brut pour payer les retraites. Non, mais ça n'a pas changé, ça. Serge a dit quelque chose d'intéressant. C'est quand même ça qui est quand même. Parce que le problème, ça arrive de temps en temps. Même la droite libre, on convient. Il a dit quelque chose d'intéressant là, parce que ce que vous dites là, c'est l'argument de la gauche qui dit. Non, la réalité. C'est peut-être le problème, c'est que les cotisations des gens qui travaillent sont de plus en plus lourdes. Vous n'avez qu'à regarder, il suffit de regarder une fiche de paye d'aujourd'hui en bas et ce qui reste par rapport à celle d'il y a 40 ans. Je suis désolé. Donc là, ça veut dire ce qu'a dit Serge tout à l'heure. Il y a moins de robots. Peut-être qu'il faut faire payer les retraites par des robots et les faire porter sur autre chose que sur les salaires. Ça, c'est toujours très affaire. Il est certain que dans la grande distribution, mais en plus, je persiste à dire qu'il faut de la capitalisation parce qu'il y a un problème démographique aussi. Oui, avec le problème de la capitalisation qui est soumis à la bourse et qui explose le jour où ça explose. Oui, mais la bourse dans la durée, il n'y a pas meilleur placement. Oui, mais ça c'est vrai. Mais expliquer aux retraités que du jour au lendemain, pendant 10 ans, ils vont perdre 50% de leur retraite parce que la bourse. Combien la bourse a réussi à remonter après les catastrophes? C'est pas parce que la bourse a toujours repris après des crashs précédents que ça sera le cas lors du prochain crash. Il y a des phénomènes qui je persiste à dire. Entre 1930 et 1950, la bourse était démolie, ça durait 20 ans. Dans les années 60 aussi, elle n'était pas très bonne. Donc, est-ce que pendant 20 ans, nos retraités vont crever? Je ne dis pas, je dis qu'il faut arrêter ce tabou de la capitalisation, parce que jusqu'à maintenant il y a zéro capitalisation, sauf les fonctionnaires. C'est ça qui est quand même. Non. Et les libéraux. J'ai capitalisé, donc voilà, pas ça. Ça existe. Vous pouvez capitaliser à travers plein de véhicules, à commencer par l'assurance vie. Tout à fait. Votre épargne salariale, c'est de la capitalisation. Voilà. Mais donc ça existe. Nous dire que ça existe pas. Je fais partie d'une génération qui n'est pas encore retraitée. François, tu vas conclure. Je vais conclure. Je vais dire ce que je pense de la situation, c'est-à-dire que en fait, moi, il y a déjà 40 ans de ça ou 20 ans ou 30 ans, je savais déjà que notre retraite, ce serait des fifrelins, et qu'effectivement, il fallait s'organiser un peu autrement. Il y a des tas de gens qui le pensent aujourd'hui dans les générations qui nous suivent. Ce que je retiens, c'est qu'il y a 25 ans, les gens se sont battus, sont descendus dans la rue et ont gesticulé, alors qu'on est en train de passer la retraite de 37 ans et demi à 40 ans de cotisation, qu'aujourd'hui, on est à 43. Pour 2035, faut quand même pas l'oublier, c'est quand même voilà. Ça c'est déjà acquis, c'est déjà fait. Réforme Fillon. Et donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est inéluctable. La démographie va l'emporter malheureusement, et il va falloir se faire à l'idée de nouvelles ressources. Et c'est effectivement, je rejoins Tariq sur ce point-là. Mais en plus, toi, François, tu es prêt à travailler plus tard? On est tous moi, je pense qu'on est tous prêts à travailler. Moi, je vais travailler plus tard, de toute manière. Les professions libérales sont sujettes à travailler plus tard. C'est pas inhabituel pour elles. Oui, non, mais d'accord, mais j'ai travaillé plus tard et maintenant, j'ai capitalisé, j'ai payé des cotisations très élevées pendant toute ma vie professionnelle, après quoi on veut me piquer l'argent qui a été mis de côté par mon régime spécial pour que l'État s'en serve, pour payer d'autres. Juste un mot. Mais c'est tous les régimes spéciaux. Oui, mais c'est la capitalisation. J'ai capitalisé et maintenant on a de belles réserves. Le problème de fond dans tout ça, j'en suis persuadé, c'est que l'ambiance au travail dans les entreprises françaises et dans les administrations n'est pas bonne. D'accord ? Les gens ne sont souvent pas heureux de travailler. Donc ils espèrent que
en fait, la retraite sera une sorte d'Eldorado où ils commenceront enfin à vivre. Bon, si on changeait les relations dans le travail en France, les gens n'auraient pas l'absolue envie de partir à 60, 61, 62. Ils se diraient que travailler jusqu'à 70 ans même pour voir des gens sympas faire des choses intéressantes dans une bonne ambiance, c'est mieux que de s'emmerder chez soi à regarder la télé, sauf TV Liberté, qui est évidemment d'un niveau exceptionnel. Bon. Et donc, le problème se présenterait de manière différente. Donc, c'est ça aussi sur lequel il faut travailler. La retraite, c'est pas un phénomène isolé du reste de la vie. Ok, alors écoutez, merci beaucoup Serge, parce qu'en fait, vous m'avez fait la transition vers le sujet numéro 2. On y arrive, c'est les Français sont-ils un peuple pessimiste, négatif? Allez, on se retrouve dans 2 secondes. C'est Macron qui l'a dit. Les Français sont trop négatifs. Mais moi, je vous demande pourquoi le président se permet de nous désigner tous comme un peuple négatif. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je sais que François veut ouvrir. Alors je ne vais pas ouvrir. C'est parce qu'en fait, pourquoi c'est pas Macron qui nous a dit ça? Macron, il a exprimé une opinion, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, un président, il s'exprime comme tous les autres. Et malheureusement, peut-être un peu trop. Mais enfin, en l'occurrence, c'est comme ça. La fonction présidentielle a évolué. Non, les Français sont des râleurs. Et ça, c'est pas nouveau. Alors, c'est pas à cause du Derzo et Goscinny qu'on le sait, hein, c'est pas que Obélix, c'est plutôt notre culture latine. En fait, j'ai lu un article il y a très peu de temps, et je vous le propose pour en débattre. C'est qu'il y a des grands modèles qui gouvernent un certain nombre de peuples à travers le monde. Et il y a le modèle du rêve, de la vision, qui est le I Have a Dream américain, avec tous les anglo-saxons qui sont plutôt portés par la vision, l'Australie, tout ça, etc. Le modèle de la mission, alors là, c'est plutôt les Russes à une époque, hein, peut-être même jusqu'au soviétisme, les théocraties arabo-musulmanes, etc. La troisième, c'est le modèle des soumissions, qu'on appelle ça plutôt le diagnostic, plutôt les peuples asiatiques, et qui sont dans un mode de résignation. Et puis, bien sûr, on en vient au 4e modèle, qui est le modèle de l'indignation. Parce que finalement, si les Français sont râleurs, c'est parce qu'on leur a écrit encore récemment « Indignez-vous ». Et ce modèle, on l'appelle le modèle du rejet. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement riche. Et je suis désolé d'être à contre-courant de cette sensation de pessimisme. Si les Français râlent, ils produisent des grandes choses, parce qu'ils ont râlé, de Molière à Zola, de Pascal à Pasteur. Et très honnêtement, c'est aussi parce qu'on a en soi une sainte insatisfaction qu'on peut être en mesure, justement, de se mettre dans le... Quels sont les autres peuples qui seraient dans ce modèle, à part les Français? Latins, tous les latins en général. Hein. D'ailleurs, ça se voit en Amérique latine en ce moment. Les Grecs, l'Espagne, l'Italie, ça rouspète. Voilà, les Libanais... globalement, quelques Méditerranéens. Les Libanais, c'est un peu différent. D'accord. Ok, donc il y a, juste pour revenir sur ce modèle, c'est assez intéressant, il y a finalement assez peu de peuples qui calent là-dedans, ou les Sud-Américains, par exemple? Oui, les Sud-Américains, bien sûr. Toute la culture latine, en fait. Ok, Serge Federbusch. Alors, bon, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde? À Hong Kong, c'est pas des râleurs peut-être en ce moment, mais ça tire à balles réelles, c'est à feu à sang. À Téhéran, c'est pas des râleurs. On s'attire à balles réelles, c'est à feu à sang. En Amérique latine, c'est la même chose. Au Venezuela, c'est la même chose. Les Français ne sont pas plus... Oui, donc à Téhéran, les Français ne sont pas plus râleurs que les autres. On a une image, mais on s'en fout de l'image. Ce qui compte, c'est la vérité. C'est un peuple qui travaille. C'est un peuple qui est un des plus innovants au monde. Et donc, c'est un peuple qui a 2000 ans d'histoire. Il n'est pas plus râleur. Il n'a pas plus de défauts que les autres. Et qui construit son innovation sur une réaction. Ni forcément plus de qualité. Bon, si on prend par exemple la Révolution... À la veille de la Révolution française, les arts décoratifs, quand on voit les meubles qui ont été produits sous Marie-Antoinette et l'art du portrait, c'est le sommet de la création humaine en matière d'ébénisterie. Je viens de parler de Molière, de Pascal et de Zola. Atteint un tel niveau. Aucun peuple n'a atteint. Avec non, mais ce que je veux dire, on n'est pas plus râleur. C'est simplement, il y a une relation perverse entre l'État et son sommet et le reste de la population. Il y a une relation où finalement l'État est dispensateur de rentes et d'argent, et puis les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent ces rentes et cet argent, et puis quand ça vient pas, effectivement, ils le réclament. C'est plutôt là qu'est le problème. Il y a une relation infantilisante entre le pouvoir et le peuple. Et puis le peuple, c'est comme un enfant qui est, de temps en temps, vraiment insatisfait, là, il se met à gueuler et il renverse la table, il met le désordre dans la famille. C'est plutôt ça. Je crois qu'il y a un mauvais rapport entre l'État
et les Français. C'est ça qu'il faut corriger. Les Français sont pas plus râleurs que les autres. Donc, si je pense que l'opinion de Macron, je suis désolé, je reprends. Plus démocratique, plus démocratique. Et où ça vienne de la base vers le sommet plutôt que le contraire, avec des gens assis sur une pyramide, mais qui ont oublié qu'une pyramide c'est pointu et qu'on ne s'y soit jamais avec beaucoup de confort. Napoléon l'avait dit, pour les baïonnettes. Voilà, c'est ça, ils veulent tous être au sommet de la pyramide, mais ils pensent que la pyramide est plate. Ben non, elle est pointue, mes amis. Avant de vous céder la parole, Gérard, je voudrais... C'est une masse tabac. Il existe un rapport qui est fait par l'ONU depuis plusieurs années, qui s'appelle le World Happiness Report. OK ? Et c'est 9 questions qui sont posées. C'est des questions binaires. Oui, non, vous êtes un. Et la France est 24e. 24e. Il n'empêche que les étrangers sont très heureux de venir en France. Quand on interroge les Américains, quel pays voulez-vous du bonheur. Les trois premiers, c'est très simple. C'est que des Scandinaves. C'est la Finlande, le Danemark et la Norvège. 1, 2, 3. La Suisse est tout derrière. Elle doit être 5 ou 6. Et derrière nous, quand même, il y a ce que tu as dit, François, c'est-à-dire il y a l'Italie 36e, l'Espagne 30e, le Portugal 66e. Donc on a demandé aux Français, et c'est pour ça que le président Macron il prend cette position. Il dit dans les rankings, il y a plein de pays qui sont devant nous. L'Allemagne est devant nous, la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il lui est arrivé de se poser la seule question qui vaille? Là, c'est intéressant parce que vous mettez les pays scandinaves en début. Ouais, et moi, je suis de la droite libre, je suis le libéral de service. Ouais. On nous bassine régulièrement avec les paradis fiscaux. Oui. Quand la France cessera d'être le pire enfer fiscal du monde, peut-être que... Les Scandinaves, ils ont des taux d'imposition très élevés. Le problème, c'est que les Français, on en pire qu'eux, et ils n'en ont pas pour leur argent. Alors ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, lorsque Macron s'exprime de cette façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis le plus beau, le plus fort, vous comprenez rien, vous êtes nuls. Je suis navré. Mais enfin, d'abord... C'est pas les Français qui sont négatifs, c'est la politique de Macron qui est négative. Si on avait des résultats, on n'en serait peut-être pas là. On a augmenté 500 000... Pas tous à la fois. On va je suis désolé, mais enfin, je vous ai pris un petit florilège de tout ce qu'a fait Macron depuis qu'il est arrivé. La loi réprimant les prétendus outrages sexistes, la loi anti-fake news, il y a un certain O qui a dit que les journalistes devaient mettre en place un observatoire, sinon c'est lui qui le ferait. On réduit le temps de parole de l'opposition à l'Assemblée. On invente une loi Avia qui privatise la censure au profit de Facebook, Twitter, etc. Moi, je suis désolé, je ne suis pas content. Oui, et dans le même temps, on demande de casquer pour toute la misère du monde. Je l'ai dit une fois ici à cette antenne, la France paye une dépense sociale sur 6 dans le monde est prise en charge par la France. C'est hallucinant. Oui. Donc, lorsque les Français en auront marre de payer pour rien et du jour ils en auront pour leur argent, ils râleront peut-être moins. Oui, mais pardon, avant de vous céder la parole, c'est un désastre. Tariq, sauf que ça, c'est ce qui vous rend malheureux, votre liste. Parce que les Français, on ne les a pas interrogés là-dessus. On les a interrogés sur les critères. La liberté de choix de vie. Choisir la vie que l'on veut. Par exemple, et pas être comme dans certains pays, liberté de choix de vie, excusez-moi, mais elle recule tous les jours. Lorsque vous avez des ONG d'extrême gauche, super écolo, etc., qui veulent vous dire... Tu prends pas ta bagnole, t'as pas le droit de fumer, attention, tu prends de l'essence, il faut trier tes déchets, il faut pas manger de viande, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Okay. C'est tous les jours. Perception de la corruption. Perception de la corruption. Oui, la corruption, en France, il n'y en a pas. En sérieux. Non, en France, on a atteint des sommets de corruption. Il n'y a pas de corruption en France. Je pense exactement le contraire de vous. Non, de corruption publique. Je veux dire, le comportement de M. Macron, pour revenir... Il n'y a pas de corruption en France. Par rapport à plein de pays. D'ailleurs, si on prend un ranking pour prendre le mot français, le bon mot français, vous avez dit tout à l'heure, la France est toujours très bien placée. Ah, c'est pas vrai du tout. Alors là, tu n'as pas regardé Transparency International. C'est complètement faux. Nous sommes parmi les derniers de l'Europe, juste devant l'Italie. Alors là, non, c'était il y a 10-15 ans. Mais très devant. On est devant les pays. La Moldavie, l'Ukraine. Tout dépend de ce qu'on a. On est derrière. Gérard Delépine, vous n'avez pour l'instant rien dit. Vous êtes d'accord avec le président de la République? Non, je dis clairement, les Français sont... Si j'ai oublié la police fiscale de Darmanin aussi. Non mais ça c'est ce qui vous rend malheureux. Les Français ont toujours été râleurs, ça c'est vrai. C'est vrai. Ils estiment que leur situation pourrait être meilleure, donc ils sont pas contents parce qu'ils veulent l'améliorer. Ça c'est vrai aussi, mais c'est positif ça. Exactement, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Ils sont très négatifs actuellement, c'est surtout envers Macron, parce que qu'est-ce qu'elle a fait là? Résultat de sa politique. Il y a quand même 500 000 pauvres de plus en France qu'un an avant. Nous avons des records au Resto du Cœur. Mais on n'a jamais eu aussi peu de chômage.
Non, mais le chômage. On a nettoyé les statistiques. C'est totalement faux. Il y a moins de chômage qu'avant. Non, c'est totalement faux. Je suis heureux de vous annoncer on a nettoyé que la Banque publique d'investissement vient de prendre le contrôle de TV Liberté. Jamais. Ah bah si, bien sûr. Allez Gérard, continuez. Donc effectivement, le chômage a simplement été... On a fait un traitement statistique du chômage. C'est pas du tout ce que disent les boîtes qui embauchent. Non, pas exagérer non plus. Non, en termes d'emploi, en termes d'emploi créés par rapport à l'augmentation de la population, je suis désolé, on a régressé. Ce qui est intéressant, c'est combien de gens travaillent en France par rapport à la population. Et c'est pas uniquement un facteur démographique. J'ai pas de statistiques corrigées des facteurs démographiques. Mais donc, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec Macron sur le fait qu'on est un peuple négatif? Non, on n'est pas un peuple négatif pour de bonnes raisons, en fait. On n'est pas négatif, nous sommes mécontents. On est mécontents, c'est pas du tout négatif. Et on a des propositions. Et puis c'est un provocateur aussi. Il adore ça. Il a une espèce de relation sadomaso avec les Français. Il aime bien les piquer, les titiller. Et bon, c'est quelqu'un qui a un vrai problème de comportement, comme disent les anglo-saxons. Et si c'était quelque chose pour faire réagir? Pour dire finalement, prenons du recul, on est pas si mal. Il n'a pas eu suffisamment de réactions tous les samedis, là. Je crois qu'il a eu pas mal de réactions tous les samedis depuis un an. Vous êtes quand même très... Moi, je vous trouve très à charge, quand même. Sincèrement, par rapport à sa réflexion, j'ai remis... Qu'est-ce qu'il a fait comme résultat? J'attends les résultats. Il faudrait qu'on puisse remettre son expression à Amiens sur cette notion de négativité des Français, et de Français râleurs, en fait. Il rouspétait un peu après ça. Il l'a déjà remettre dans le contexte. Il a déjà dit quand il a dit qu'on était des Gaulois réfractaires. Absolument. Oui, mais Sarko l'avait dit aussi, et plein de gens l'ont dit avant. Et je veux dire, sincèrement, c'est pas aujourd'hui son fait, et je trouve que vous le noyez un peu vite. Je pense qu'il a beaucoup de choses à régler. Bon, après, il n'a qu'à faire une bonne politique. Il y a une des choses qu'a dit Serge. Il y a une des choses qu'a dit Serge. Attention, il va dire du bien de moi, là. Alors, taisez-vous. Absolument, c'est assez rare. Minute de silence, levez-vous. Non, encore un effet de tension. Minute de silence, levez-vous. Serge Federbusch a dit quelque chose que je retiens. Il a dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, Serge, sur le rapport au travail des Français et le fait qu'ils sont malheureux dans leur boulot. Et ça, c'est une des choses qui ressort. Tout à fait. Et on a du mal à comprendre pourquoi les Français sont malheureux dans leur boulot. C'est quoi? C'est la hiérarchie? C'est le principe. C'est le management récent. Dans toutes les écoles de management, on vous apprend à faire, soi-disant, optimiser votre entreprise, et en fait, c'est à pressurer avec une pression morale constante vos employés. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Et il y a trop de niveaux de Mais hiérarchie. Macron est l'expression du problème. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation de confiance. Il n'y a pas de décentralisation. C'est Jupiter du haut de son Olympe. Il veut tout régler. Il n'y a pas de confiance donnée au peuple. Il n'y a pas de confiance faite aux employés de base. C'est en train de changer avec les nouvelles générations. Elles sont plus du tout prêtes à accepter. Il y a une vision pyramidale du monde avec justement des hiérarchies comme ça, qu'on grimpe ou qu'on ne grimpe pas. Mais tout le monde a sa place dans la société. Et les gens qui sont à la surveillance des chantiers sur le terrain, ils sont largement, et c'est pas de la démagogie, dans le résultat final, dans le fait que le chantier à la fin sorte de terre et que l'immeuble soit construit, ils sont aussi importants que l'architecte ou le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage. Et donc tout ça compte. En France, on n'a pas cette conception du fait que tout le monde a sa place. Voilà, on l'avait peut-être d'une certaine manière à la fin, si on renvoie à Astérix, qui est le parangon justement de la chicaya française, mais vous remarquez qu'à la fin, ça se termine toujours par un grand banquet où tout le monde est heureux, tout le monde est content, à part un barde. Comme en France avec la fête des voisins, sauf que les 30 Glorieuses, c'est peut-être un mettre en corrélation. À part un barde qui est muselé à la fin, ce barde, c'est Macron. Donc, muselons. Quel que soit le sujet, c'est la faute de Macron. C'est peut-être à mettre en corrélation avec un indicateur dont on parle pas souvent, c'est que la France est un des pays les plus productifs du monde. Loin devant les États-Unis, l'Allemagne, etc. Donc peut-être que, comme on dit, je suis pied noir, comme on dit, on fait suer le beurnouz peut-être aux Français plus qu'aux autres. Je sais pas. Ce n'est pas une question de travail. Il y a peut-être ça aussi. C'est vraiment une question de management, et je vois ça sur l'hôpital. Il y a aussi bien chez les flics, d'ailleurs, nos forces de police sont soumises à la pression. On a un taux de suicide supérieur qu'à celui qu'on a connu dans une grande entreprise de télécommunications. Mais
Bon, les agriculteurs se suicident, les c'est... médecins se suicident, les infirmières se suicident. On a ces professions-là actuellement. Des taux, c'est très récent. Ça n'existait pas. Attends, Macron, non, dire qu'il est pour rien, c'est pas vrai. Je pense que dire qu'il en est responsable. Non, sincèrement. Juppé a commencé avec les agences régionales de santé. Non, mais c'est progressif. Oui, c'est ça. C'est progressif. Et effectivement, on a dessaisi toutes les professions, et maintenant même aussi les professions libérales, de leur liberté. Or, une profession libérale. Mais sans liberté de s'organiser, non, c'est ça non. Même le régime des retraites des avocats, par exemple, c'est toujours la liberté de traiter un médecin n'a plus le choix du médecin, du traitement qu'il donne. C'est l'ARS qui l'oblige. Et s'il n'est pas obéissant, comme mon épouse, on ferme son service dès qu'elle a pris sa retraite pour empêcher que les mauvais élèves formés puissent essaimer et traiter mieux les malades, pas selon ce que veut l'ARS. C'est la même chose dans beaucoup d'entreprises, qu'elle soit privée ou publique. Le privé est quand même limité par le besoin d'une certaine rentabilité. Mais ces agences ont été complètement noyautés par des corporatismes depuis... bien entendu, il faut supprimer ces agences qui n'ont rien à voir avec Macron. Et quand dans le budget de l'État, on se retrouve avec des gens dans la rue. Il n'a jamais dit qu'il voulait toucher aux agences. Il faut supprimer les agences et réintégrer le travail des agences, je veux dire en santé. Sans rentrer dans tous les débats sur la santé, on sait bien qu'il y a des déserts médicaux. Oui, mais c'est la conséquence de la politique depuis 30 ans. Les 35 heures à l'hôpital ont foutu un sacré souk aussi. C'est probable. Il y a beaucoup de bureaucratie dans l'hôpital. Il y a beaucoup de... Non, bien sûr. J'ai un chiffre simple. Et pourtant, il y a des hôpitaux privés qui marchent très bien, c'est ça qui est étonnant. Comme mon épouse travaillait à Hérold, il y avait un administratif pour 10 lits d'hospitalisation. Actuellement, il y a un administratif pour 1 lit. Donc, bien sûr. Oui, mais... Il y a plus qu'un cotisant pour un retraité. C'est pareil, on boucle la boucle. C'est ruineux, il est déplacé au mauvais endroit. Exactement. Et dans les hôpitaux, c'est pas plus d'argent qu'il faut. C'est pas plus d'argent, il faut un peu plus d'argent. Vous parlez ensemble, laissons finir Gérard. Il faut un peu plus mais... d'argent dans l'immédiat pour l'urgence, mais c'est surtout un plan de rentabiliser l'hôpital de manière de rentabiliser le travail. Il faut supprimer les administratifs pour mettre des infirmières, et pas mettre des infirmières surveillantes du taux d'infection ou du taux de morphine qu'on donne, hein, parce qu'on a créé 25 000 commissions. Donc il faut arrêter toutes ces commissions inutiles et laisser aux gens de terrain mais est-ce que ça donnerait de l'optimisme aux Français? Complètement. Vous pensez que oui? Mais non, mais moi, ma mère était infirmière. Ma belle... Donc vous êtes dans une famille de soignants depuis... ma mère était infirmière. Ma femme était médecin. J'étais médecin. Oui. Non, elle était purement hospitalière. Vous connaissez l'hôpital. Oui, j'étais à la fois hôpital et privé. Je faisais 50-50. Mon fils est chirurgien. Sa femme est infirmière. Je prétends connaître un petit peu le milieu. Est-ce que vous imaginez, les déserts médicaux ont été créés par la politique de nos gouvernants successifs. Ce n'est pas que Macron, je suis d'accord. Mais non. Le numerus clausus, c'est pas lui. Je suis en train de défendre Macron là. Non, ce n'est pas lui, c'est vrai. Il a mis une couche un médicament pour Dali? Il en a rajouté vraiment beaucoup. Et Hollande en a rajouté. Enfin, les 2 derniers ministres sont quand même des catastrophes. La réforme de l'hôpital, qu'est-ce qu'elle propose? Un genre de plus de bureaucratie. C'est ça la réforme qu'elle propose. Mais de toute façon, Macron n'a pas. Sur 100 étudiants en médecine qui arrivent à leur doctorat de médecine, combien veulent aller en ville? Il y a un domaine. 10 sur 100. Tous les autres veulent faire quoi? Ils veulent aller en médecine de la santé, dans les agences régionales de santé, dans les grands laboratoires pharmaceutiques, travailler en groupe, enfin tout ce qui est salarié. Ils veulent, et combien vont réellement en ville? Parce que s'il y en a 10 qui veulent, il n'y en a pas 10 qui vont y aller. Ils font une tentative en général, ce qui explique qu'effectivement, on essaie d'attirer à toute vitesse les médecins étrangers. Mais enfin, est-ce que c'est raisonnable qu'un pays qui crée des médecins en grand nombre ne les ait pas? Non, les infirmières démissionnent en moyenne au bout de 5 ans. Non mais bien sûr, c'est quand même du sujet. On va une illustration du mal-être au travail dans le milieu hospitalier. Il y a Pascal Bruckner qui a fait un article dans le Figaro là-dessus qui est très sur le pessimisme français. Sur le pessimisme et le fait il faut vivre. Non, ce qu'a dit Serge tout à l'heure, il faut vivre plutôt que d'attendre la retraite.
Ça gâche la vie. Et la retraite, c'est pas l'Eldorado. Bien sûr. On est d'accord. Ça expliquerait quand on a des revenus diminués de moitié ou des 3/4, ça peut pas être, à moins d'avoir eu des revenus considérables avant, ça peut pas être l'Eldorado. Ça va être compté sou à sou. Ça va être à Paris. Alors je suis désolé, mais je vais revenir à la situation parisienne. Des milliers d'habitants qui quittent la ville tous les jours parce qu'on ne peut plus vivre à Paris quand on est retraité, à moins d'avoir un gros capital ou une retraite considérable. C'est fini. Aujourd'hui, Paris, c'est une ville qui exclut les jeunes et qui exclut les retraités. On ne peut plus vivre à la retraite à Paris. Même les classes moyennes. Même si vous avez 4 ou 5 000 euros de retraite par mois, ce qui est considérable pour la moyenne de la population, je vous défie de vivre. Je vous défie de vivre avec 4 000 ou 5 000 euros par mois à Paris si vous devez avoir. Si vous n'avez pas payé votre logement, même avec les charges à Paris, même avec les charges colossales. Non. Entre la taxe d'habitation et la taxe foncière, avec l'augmentation de la CSG, des impôts et les frais inhérents à la vie à Paris, avec 4 ou 5 000 euros par mois, vous ne pouvez plus vivre à Paris. C'est comme ça. On conclut là-dessus. Merci, on se retrouve dans quelques minutes pour le 3e et dernier sujet de la 60e émission des Têtes à Clash. À tout de suite. J'accuse. Alors c'est pas moi, hein, c'est beaucoup de gens autour de Polanski à propos de son film, à propos des accusations de viol répétées, de violences faites aux femmes, qui accusent Polanski et qui reprochent à Polanski d'avoir vu ce film, de l'avoir fait. Ok, je vais pas refaire mon lancement pour autant. Là, il fait penser à celui qui a écrit un bouquin soi-disant et qui dit « je l'ai pas lu ». Ma fourche à languer, il l'a fait et il est reproché aux gens comme moi qui sont allés le voir de l'avoir vu et même de l'avoir apprécié. Moi, ma question, c'est, bien sûr, on va parler de Polanski, mais est-ce qu'on doit aussi dissocier, est-ce qu'on peut dissocier l'auteur de l'œuvre? Est-ce que c'était bien pour Polanski, qui est quand même accusé de faits extrêmement graves, de parler d'un cas d'injustice flagrante à la fin du 19e siècle français? Eh ben moi, messieurs, je vous demande d'abord si vous l'avez vu, petit tour rapide. Pas encore, mais j'irai le voir. J'irai le voir, c'est sûr. Tariq. Je suis un grand feignant, j'ai commandé déjà le DVD que j'aurai au mois de mars. D'accord. J'avais la flemme d'aller au cinéma. 5 mois après la sortie. 4 mois. Ah, ça va si vite que ça? J'aurai le 18 mars. Je suis étonné. Ok. Gérard, j'irai le voir à coup sûr. Et vous irez le voir? Oui, j'irai le voir. Moi, c'est prévu que j'aille le voir, mais mes grands-parents m'en ont beaucoup parlé. Mais vous allez aller le voir? Non, mais je parlais de l'œuvre originale, moi, mes grands-parents. Oui, bien sûr, je vais aller le voir. Donc tout le monde va aller le voir, mais personne n'y est allé. C'est étonnant parce que c'est un film qui a fait 500 000 entrées la première semaine. C'est le meilleur lancement de la carrière de Polanski, qui tient quand même un certain nombre de très beaux films à son actif. C'est le 3e meilleur lancement de l'année. Mais c'est comme Valeurs Actuelles qui, une fois qu'il est trié par Quotidien, se vend comme jamais. Dès qu'il y a un scandale, évidemment. C'est un très bon argument publicitaire. Je ne pense pas que ce soit le scandale. Ça joue. Pour revenir au sujet. Moi, je pense qu'il faut toujours dissocier l'œuvre de. Une œuvre est intemporelle. Enfin, les grandes œuvres. Je ne parle pas des badigeons sur un mur, mais les grandes œuvres sont intemporelles. On les apprécie 2000 ans après, même si l'auteur est inconnu ou même si l'auteur a disparu. Donc, ou si c'est un criminel. Je veux dire, on a parmi les peintres, on a des grands peintres qui avaient des comportements totalement inacceptables. Caravage, meurtrier, par exemple. Oui, tout à fait. Mais c'est le cas. Donc moi, il y a un papier dans le Point d'hier. Il y a dans le New York Times. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans le New York Times? Il a répondu à la syphilis. Dans le New York Times, il y a un papier. Il y a un papier dans le New York Times qui dit est-ce qu'il faut boycotter l'expo Gauguin à Londres parce que le mec il aimait les filles très jeunes. Non, mais il n'y a pas que ça. C'était un grand dispensateur de. C'est exactement dans la même lignée. Non, mais il faut séparer. Donc l'œuvre est intemporelle, il faut l'apprécier en tant que telle. Reste le problème de l'auteur. L'auteur doit répondre de ses faits. Donc, toutes ces féministes, et je suis pour les vrais féministes d'il y a 20 ans, qui avaient des vrais combats de libération de femmes. Pour ces pseudo-féministes, elles se font une virginité et une pub en accusant quelqu'un. Si elles ont accusé, qu'elles le traînent en justice. C'est fait pour ça, la France. C'est un recul. C'est ce qu'elles font. Oui, on verra ce que ça donne. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a aucune plainte déposée pour l'instant. Non. Est-ce que ça vous dérange si je rétablis la vérité dans cette affaire? Est-ce que je peux rétablir la vérité dans cette affaire? Je suis furieux. Est-ce qu'on va arrêter là-dedans? Parce que ce qui s'est passé pour Polanski,
Après, on reviendra sur le fond, la question. Mais c'est une bonne femme. Oui. Ça, c'est un peu macho quand même. Non, dire Valentine Monnier, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Valentine Monnier. Ça m'intéresse pas. Elle avait été violée en 1975. 45 ans plus tard. Pourquoi cette Attendez, 45 ans plus tard, elle dit comme ça, elle claque dans les mains, elle dit voilà, ce mec-là, etc. Elle a dit, oui, je le fais parce que le film va sortir, et maintenant qu'il est sorti, je ne dirai plus rien et je ne ferai plus rien. Donc elle porte pas plainte. Elle a balancé. Moi, c'est presque. Moi, je veux bien. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas qui est cette femme. Je n'en sais rien. Est-ce que je peux 45 ans plus tard, enfin, c'est hallucinant. Ça fait peur. Non, mais ça peut arriver à n'importe qui. Laissez rétablir la vérité. François Sanson rétablit la vérité. Oui, parce que grâce à Tête à Clash, je m'enrichis chaque fois que je viens à une émission parce que j'approfondis un peu les sujets et j'aime pas effectivement laisser dire n'importe quoi. Et c'est hallucinant ce qui se dit en ce moment à la télévision. Sur Polanski ou sur... Pas avec vous, pas avec vous. Voilà, vas-y. Mais avec vous, je vais compléter. Exact. Absolument, et je vais compléter le propos en parlant de l'affaire Polanski. Celle pour qui tout le monde lui reproche aujourd'hui, les féministes, néo-féministes, comme vous disiez, lui reprochent aujourd'hui de fuir la justice américaine, etc. Donc ça, c'est pas l'affaire de 75. Non, c'est l'affaire de 77. Monnier, c'est 77. Voilà. Quand il a fui les États-Unis. De 77, quand il est parti en début 78, moi je l'ai lu dans le détail. Il faut pas se baisser trop loin. Je veux dire, vous avez hurlé dessus parce que c'est Wikipédia, mais enfin c'est du vrai, c'est documenté. Et en fait, il a été condamné. Alors, il a reconnu une faute que d'ailleurs les néo-féministes ont fait. Donc il y avait ce qu'on appelle un plaidé coupable à l'époque. Il a fait un plaidé coupable à la Strauss-Kahn, si je peux me permettre, de faire cette petite comparaison qui d'ailleurs rappelle des choses, parce que c'est la justice américaine telle qu'elle fonctionne, et qui s'est traduit par une peine de prison que Roman Polanski a exécutée et qui a été, une fois qu'elle a été terminée, le juge Rittenbaum a décidé de reprendre l'accusation parce qu'il s'est fait lyncher par l'opinion publique à l'époque et a voulu le recondamner en lui redemandant de refaire 50 jours de prison, paraît-il. Sauf que l'avocat lui a dit ça peut être 50 jours comme 50 ans. L'autre, il a pris ses clics et ses claques, il s'est barré, il a eu bien raison. Mais quand je dis il a bien raison, ça part d'une chose, c'est que Polanski avait reconnu les faits de viol sur une jeune fille de 13 ans. Certes, et il a été condamné. Et il a été condamné, il a plaidé coupable, il a été condamné, il a fait sa peine, il a purgé la peine pour laquelle il a été condamné. Et ça, personne ne le dit aujourd'hui. Première chose. Donc une fois, à ma connaissance, qu'on a purgé une peine, il me semble qu'on sort quand même au niveau de la société d'un certain nombre de choses. Sachez quand même, pour la petite histoire, que le même juge l'a condamné et a exécuté la sentence 3 mois après lui avoir permis de faire un voyage de repérage pour un film commandé par Dino De Laurentiis. Donc en plus, il s'était barré déjà avant, il était parti au fin fond de Bora Bora, etc., pour aller faire des repérages pour un film qui s'appelait Hurricane. Et c'est vraiment incroyable de penser que ce juge, sous la pression médiatique de l'époque, à l'époque du et vous comprenez bien sûr où on en vient, c'est que la pression médiatique d'il y a 40 ans n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui néanmoins, pourquoi les gens qui pouvaient porter plainte n'ont pas porté plainte, qu'on les voit arriver comme une fleur là-dessus, voilà. Maintenant, j'enlève rien à Roman Polanski sur son génie. Je ne lui enlève rien sur sa zone d'ombre, qu'on s'entende bien. Je suis pas, moi j'ai adoré ses films, ceux que j'ai vus, et je suis, je reconnais que chaque génie a sa zone d'ombre. Moi, je voudrais quand même en donner un terme. Quand même. Après, nous avons actuellement un député européen qui a ouvertement fait l'éloge des relations sexuelles avec. C'est Cohn-Bendit. Je ne voulais pas donner le nom de Cohn-Bendit. Il n'y a pas que lui. Non, il y en a d'autres. Il n'y a pas que lui dans la politique. Les féministes, ils ne connaissent pas. Non, alors d'abord, merci à François aussi pour l'exposé qu'il a fait, c'est remarquable. Mais merci, mais une petite précision, c'est que la fille qui avait 13 ans à l'époque, Samantha Geller, a dit que la pardonnée, elle a dit c'est fini, il faut arrêter elle-même. Et elle a dit dans le Los Angeles Times du 23 février 2003, Judge the movie, not the man. Voilà. Alors, je voudrais dire 2-3 choses là-dessus très brièvement. Alors d'abord, Polanski, il m'arrive de le croiser de temps en temps parce qu'il habite pas très loin de chez moi. Il fait son jogging dans un des parcs à côté. Et une fois, je l'appelle, je le vois passer. Non, il est encore en bonne forme. Je le vois passer et je lui fais Hello Roman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a sursauté et il s'est barré en faisant un sprint. C'est-à-dire que ce gars vit quand même dans la terreur maintenant d'être enlevé ou tabassé par des gens 30 ou 40 ans plus tard. Premier mot. Il parle très bien français. Il parle parfaitement. Il vit avec Emmanuel Seigné à Paris depuis des décennies. Deuxièmement, les gens qui participent, alors là, c'est dégueulasse ce qu'il a fait à l'époque, et il le reconnaît,
filmé, et on est bien tous d'accord. Cela étant, il faut voir un peu les éléments de contexte. Les éléments de contexte, c'est quand même des espèces de partous à Hollywood, dans des villas de gens qui sont des acteurs qui sont cocaïnomanes et camés au dernier degré. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qui vous arrive des déclarations d'aubade au roman de la Rose quand vous participez à ce genre de choses. Bon. Et surtout s'il est en position de demander un emploi. Troisièmement, pour revenir au fond du sujet, à savoir est-ce qu'on peut justement stigmatiser, mettre une espèce de sparadrap sur le... Bon, c'est vrai qu'il y a Caravage, tous les grands artistes, tous les grands penseurs, tous les grands penseurs... Il y a même Bertrand Cantat, là... Mais je vais vous dire une chose, ce que je pense, c'est que les grands créateurs dans l'histoire de la création sont dégueulasses avec les autres, souvent, et dégueulasses et dégueulasses vis-à-vis... mais Picasso, ses maîtresses... Mais Picasso, ses maîtresses, on souffrait beaucoup. Ils n'ont pas plus de zone d'ombre que nous. Ils en ont tous comme tous. Mais très souvent, ce sont des tortionnaires d'eux-mêmes avant les autres. Si vous voyez, le parangon de ça, c'est Sade, d'accord. Ce gars-là a passé des années en prison. Il a écrit son plus beau texte avec des pattes de mouche en le planquant dans les pierres de la Bastille avec des lettres de sang. Bon, donc ce sont des gens qui souffrent même. Caravage, ils ont eu des existences de chiens souvent. Malheureusement, le grand génie. Je veux pas faire enfoncer les portes ouvertes. Le grand génie créatif, c'est quelque chose de perturbateur. Ça démolit son auteur, comme ça démolit ce qu'il y a autour de lui. La vie de Picasso, les gens croient qu'il passait son temps au corrida avec Cocteau à s'amuser. C'était une vie de labeur extrême et de grandes difficultés en réalité, même s'il avait beaucoup d'argent. La vie, quand elle est menée de manière intense, elle détruit autour de soi, elle détruit soi-même. C'est pas forcément vrai. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est pas très grave. Gauguin qui était agent de change et qui se retrouve effectivement à la fin des fins. En Polynésie, c'était pas la maison du jouir, comme il le disait, c'était quelque chose qui a été très dur aussi pour lui. Il a été vérolé au dernier degré, il avait donné sa vérole à tout le monde. Ce sont des gens, effectivement, qui vivent de manière intense et difficile. L'œuvre et le comportement de l'homme, l'œuvre est colorée par ça. Balthus, qui ne peint que des jeunes filles prépubères, c'est quand même gênant. Non, il ne peint pas que ça. David Hamilton, tout le monde s'est extasié. Est-ce qu'il y avait une jeune fille qui, dans les années 70, n'avait pas des jeunes filles devant? Voilà. Et puis on s'est rendu compte que Hamilton, il était pédophile. Donc ça colore quand même après coup, l'œuvre de l'artiste. C'est difficile pour nous quand même. Là, on peut facilement séparer. Quand vous prenez dire que j'accuse est coloré par sa pédophilie jadis, c'est quand même totalement artificiel. Si l'œuvre faisait l'apologie de la pédophilie, effectivement, je la condamnerais. C'est pas du tout le cas. Et puis il y a le deuxième degré. Un des chefs-d'œuvre du musée des Offices à Florence, c'est le portrait fait par Filippo Lippi de son fils Filippino Lippi, avec sa maîtresse sous le visage de la Vierge Marie, et l'enfant Jésus, c'est le fils adultérin de sa maîtresse. Et il était ecclésiastique. Et il n'a été sauvé de la peine de mort que parce qu'il était ami avec le pape. Ne nous emballons pas. C'est la réalité historique. Les jugements de valeur, et c'est le chef-d'œuvre du musée des Offices. Moi, je voudrais revenir au sujet de son... Là, pour le coup, je crois qu'on râle et on est tous d'accord. Moi, je pense sincèrement deux choses. D'abord, moi, à défaut d'avoir eu J'accuse, j'ai vu Il était une fois Hollywood, et qui est un film qui, en filigrane de Tarantino, et en filigrane, et bien sûr parle, et est un peu à la gloire quand même de Roman Polanski et de sa tristesse, malheureusement, de l'événement qui finit bien dans le film, mais bon, je ne vais pas spoiler. Juste rappelons l'événement, c'est l'assassinat de Sharon Tate, qui était enceinte de 7 mois, je crois. De 8 mois, et par le fameux Marilyn Manson, par Charles Manson, pardon. Et c'est même pas qui a donné son nom à Marilyn Manson, soit dit en passant. Absolument. Non, mais c'est pour ça que c'est pas Charles Manson lui-même, c'est des éléments détraqués dont on parle d'ailleurs dans le film. Ils étaient influencés par. Dont on parle dans le film. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est le vrai sujet sur lequel on devrait être là, pour le coup, vraiment en colère, c'est la police de la pensée qui est en train de régner en France partout. C'est-à-dire qu'on a sur le média un taré qui est en train de nous dire qu'il faut sortir Heidegger des cours de philosophie parce qu'il a trempé avec le régime nazi, que bien sûr Céline devrait être remis au pilori, et qu'on est en même temps en train que la justice
ne donne même pas suite dans le procès fait par Nick Conrad par l'État français, quoi. Et quand on voit les paroles des chansons de Nick Conrad, excusez-moi, mais alors là, j'ai un peu de mal à séparer l'œuvre de l'artiste. On va interdire Aragon qui chantait la gloire de Staline, mais il faut s'intéresser à la gauche aussi. Il faut s'intéresser à la gauche. Moi, je sais pas qui est Nick Conrad, pardon, je me sens complètement alors, on ignorant. pourra faire une émission là-dessus. Un rappeur qui dit qu'il faut tuer les enfants. C'est un rappeur qui dit Tu ne perds rien. Il faut tuer les enfants. Tu ne perds rien, sauf qu'il y a quand même plus de 100. Il y a mais des centaines de milliers de jeunes aujourd'hui qui écoutent ça. Gloire au camarade Staline par Aragon, et puis voilà. Mais ça, c'est daté, ça. Mais c'est daté. Mais le problème, c'est que c'est sans fin. Il a raison, Monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saïgon avant que cette ville s'appelle Ville Ho Chi Minh avec des éclairs dans les yeux, alors qu'ensuite ça donnait évidemment des meurtres de masse. On s'arrêtera jamais. Non, à cette époque, il n'y avait quand même pas la politique de la santé, de la pensée. Mais c'est ça. Il y avait des gens qui pensaient autrement et qui... pouvons dire, avec le recul de l'histoire, on déconne, hein, et on sait que beaucoup d'intellectuels du Parti communiste, c'était quand même la police de la pensée. Oui, à l'intérieur du parti, ah bah oui, les communistes, c'était vraiment la police de la santé. C'est la police de la santé, maintenant elle est en pensée. Pour la police de la pensée. La police de la pensée, je dis bien. Bientôt, il y aura des agences régionales de la pensée. Mais ça, on y arrive. Avec Macron et Philippe. Tariq Dali, vous pensez qu'il y a une police de la pensée qui est en train de s'installer? Oui, excusez-moi, mais tout à l'heure, je vous ai dressé un florilège de toutes les atteintes aux libertés qu'a fait Macron depuis qu'il est là. Il y en avait avant lui, mais c'est aujourd'hui sans fin. Et ce processus qui pousse maintenant à tout interdire, à se méfier, à repérer la moindre virgule. Moi, que Nick Conrad, que le procureur dise que Nick Conrad, je le poursuis pas, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien qu'on ne poursuive pas Nick Conrad. Mais oui, mais à condition, excusez-moi, à condition que le procureur ne se saisisse pas du discours de Zemmour à la convention de la droite. Je suis désolé. Où on a la liberté d'expression, où on l'a pas. Là maintenant, c'est sans fin. Et le problème, c'est sans fin aujourd'hui. Et puis on revient en arrière maintenant. On parlait de Gauguin tout à l'heure, donc je vous dis, le New York Times parle qu'il faut interdire une expo. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va aller très loin. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez parlé d'Aragon, vous avez parlé de Céline. Mais maintenant, j'ai parlé de Bertrand Cantat. Maintenant, ça va être par procuration. Marcel Proust, il y a des rapports de police qui racontent comment il s'est fait serrer dans des bordels mâles avec des jeunes garçons. Donc on va interdire la recherche du temps perdu. Ça va être par procuration maintenant. Je sais pas, il y a un mec quand même. Mais vous savez, petite anecdote, ça peut être dévastateur. On va poursuivre Pierre Garnier de Fer qui n'a rien fait. Si il a adapté Une femme à sa fenêtre de Drieux-La Rochelle. Donc Drieux-La Rochelle, pas bien. Donc une femme. Donc il a adapté. Pourquoi il a osé adapter? Il faut l'interdire. Non, mais on va arriver à ça. C'est sans fin. Il faut que la France redevienne un pays de liberté. Je suis d'accord pour qu'on ne poursuive pas Nick Conrad, mais à condition que ce soit le même régime pour tout le monde. Voilà. Pas tous ensemble. Tous les jours, au moins toutes les semaines que Dieu fait, il y a un gars déguisé en Adolf Hitler qui à Hyde Park harangue les foules en disant qu'il faut gazer les juifs. Les enfants se mettent et les parents se mettent en photo à côté de lui, tout le monde se marre. Cette espèce de Librius n'a jamais dépassé 0,0001% et les gens comme lui dans les élections. Le jour où vous lui interdisez de prendre la parole, il passe de 0,001 à 1%. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Absolument. Et ensuite, s'il y a une grave crise économique, il passe à 3 ou 4%. Là, vous êtes très anglo-saxon. Non, mais parce que ce sont liberté des miasmes. Absolue de parole. Mais oui, liberté. Quand on ne menace pas, il n'y a pas des limites. Mais les gens sont capables. C'est l'appel au meurtre. Non, l'appel au meurtre. Non, même pas. La seule limite, c'est la diffamation. C'est-à-dire, je dis, donc Gérard Delépine a du fric planqué ici ou là, où il fait ci ou ça de sa vie privée. Et bien là, vous me faites un procès parce que c'est de la diffamation. Uniquement si c'est public. Non, mais évidemment, la diffamation, c'est toujours comme public. Il devrait poursuivre la bonne femme qui lui dit que machin, etc. Mais si c'est de la liberté de parole, vous défendez l'ultra-gauchisme, l'ultra-droite, tout ce que vous voulez, par tous les arguments que vous voulez, moi je m'en fous. Parce que de toute façon, ça n'aura aucun impact. C'est un peu le principe de TV Liberté. Si on vous laisse parler, ça n'aura aucun impact. C'était pas mon objectif. Les gens savent à qui ils ont affaire. C'était pas mon objectif. Je suis terrorisé par ces atteintes à la liberté d'expression. Moi, je suis d'accord sur la prise à penser, mais je suis pas du tout d'accord avec Tariq. Pour le coup, comparer le vent totalement déchaîné, hystérique contre Polanski en ce moment et faire passer dans l'oubli ce dépôt de plainte qu'avait fait Castaner à l'époque contre Nick Conrad,
par rapport aux paroles, dont je vous incite vraiment à le regarder. Parce que le mec, il appelle réellement à la violence. Alors que j'accuse, excusez-moi, c'est un film pour l'harmonie, la paix entre les peuples, etc. J'ai dit que Nick Conrad, je suis effrayé par ce qu'il dit, mais j'ai pas parlé de Polanski et de Conrad. Non, ce que je veux dire, j'ai dit que si le juge ne... Je vais pas m'en prendre au juge parce qu'il classe la plainte contre Conrad. Le problème, ce qui me gêne, c'est qu'il classe la plainte contre Conrad et qu'il va poursuivre Zemmour. C'est ça qui me gêne. Tariq a parfaitement raison. Laissons Conrad sortir ce truc. Sans ces conneries qu'il le laisse. Voilà. Et bon, je vais faire un très mauvais jeu de mots. Vous me pardonnerez. Il s'adressera au con et il restera en rade. C'est pas mal, ça va. Je la garde. Écoutez, on va juste conclure. Je vais conclure. Non, mais je dirais quand même que moi j'en ai un peu ras-le-bol des néo-féministes qui continuent à parler de ce qui s'est passé il y a 40 ans ou 30 ans 45 ans et qui oublient de dire qu'actuellement les Iraniennes qui veulent enlever leur voile sont truc, qu'en Arabie Saoudite vous êtes battus, fouettés parce que bon. Alors, il y a 52% des viols. Vous avez raison, les vieux féministes sont très choqués par la nouvelle génération qui fait le tri, comme qui absout et qui manifeste un certain nombre de manifestations dans des pays en disant mais comme c'est culturel, c'est moins grave. Ou qui manifestent en faveur de l'islam, absolument. Bien sûr. Serge Federbusch. 52% des viols ont été commis par des étrangers. Il y a des femmes qui vont défiler. Bon, alors c'est vrai qu'elles ont fait un peu de provoque, mais elles ont bien le droit de le faire. Au milieu de la manif féministes avec 3 panneaux pour le rappeler et elles se font pratiquement tabasser par les soi-disant autres féministes. Donc il y a des choses, en fait ce sont des gauchistes, tout est perverti par le gauchisme dans ces milieux-là. Simone de Beauvoir, elle n'était pas de droite, ça c'est sûr, mais c'était pas une espèce de virago gauchiste, loin s'en faut, c'était une grande bourgeoise. C'était une grande bourgeoise, elle était pas si mal. C'était une grande bourgeoise de Saint-Germain-des-Prés qui s'assumait comme telle, mais c'était plutôt une belle femme. Dans ces vertes années. Messieurs, merci. Je vais juste, moi, conclure en disant que finalement, les Français, ce peuple de râleurs pessimistes, s'en laisse pas compter puisqu'il fait un festival et un grand succès de ce film J'accuse de Polanski. 500 000 entrées la première année, la première semaine, je vous le rappelle. Je vous incite à aller le voir. C'est moins que la Reine des Neiges. Et messieurs, allez le voir, on en reparlera. Allez, cette émission est terminée. Merci beaucoup. Merci, messieurs, de votre participation. Merci de la préparation. C'est du boulot quand même d'être là. Et puis, il faut braver les embouteillages. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Je travaille dans les embouteillages, moi. Avec ou sans gilet jaune. Merci Gérard de Lépine de l'avoir mis. Et rendez-vous dans 15 jours. Donc, au revoir.